Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Emmanuel Cerisier, auteur que les auditeurs, les fidèles auditeurs peuvent reconnaître, puisque Emmanuel Cerisier est déjà venu plusieurs fois sur les ondes de Fréquence 8 pour nous parler de son travail d'illustrateur. Et cette semaine est une semaine riche, puisque il y a plusieurs nouveautés. L'actualité d'Emmanuel Cerisier est assez riche. Donc beaucoup de richesses cette semaine. Oui, en effet. Bonjour. Bonjour Emmanuel Cerisier. Donc, la première... donc, vous êtes illustrateur de bande dessinée. Oui, toujours. Pour ceux qui ne vous connaissent pas. La première, c'est un biopic, comme on dirait au cinéma, oui, c'est ça. D'un personnage qui est assez peu connu dans l'histoire. C'est vrai que ses frères ont laissé beaucoup plus de traces. Et à la fois, ce qui est très étonnant, c'est que dans votre bande dessinée, vous parlez de Madame Élisabeth de France, voilà, de sa sœur, aussi peu connue, oui. Mais assez peu des frères qui, eux, sont passés à la postérité. Oui, alors c'était un choix de la scénariste, parce que c'est Colline Dupuis, donc la scénariste de cet album, Madame Élisabeth de France. Effectivement, alors ces deux frères, donc le futur Louis XVIII et Charles X, sont évoqués, mais très peu en fait. Elle s'attache surtout à parler d'Élisabeth et plus aussi à parler de sa relation, en tout cas au début de l'album, avec sa sœur Clotilde. Elle avait une relation particulière parce que ces deux sœurs-là s'entendaient très bien. Elle adorait sa sœur Clotilde. Et lorsque Clotilde a quitté Versailles, donc Élisabeth était encore jeune, donc ça a été un déchirement pour Élisabeth. Donc ça a compté beaucoup dans sa vie. Alors elle a beaucoup, l'auteur, la scénariste a beaucoup parlé de cette relation-là. Plus ses frères qui sont passés un peu à travers la Révolution, qui ont quitté Versailles, qui ont réussi à fuir. Mais voilà, donc elle parle de ses frères en ces termes-là, mais c'est quasiment tout, quoi, dans cet album en tout cas. Ouais. Alors, donc les frères qui ont réussi à fuir, c'est le futur Louis XVIII et le futur Charles X, parce qu'elle est restée, elle était très très fidèle à Louis XVI, voilà. Son frère Louis XVI. Donc, voilà, c'est ça. Élisabeth était très attachée donc à son frère. C'était une femme de conviction, qui avait du caractère. On le sait peu, effectivement, c'est un personnage dont on parle très peu, quoi. Et donc, elle avait compris un peu avant tout le monde ce qui allait se passer quand les troubles sont apparus, quand son frère, son roi de frères, a commencé à avoir quelques difficultés, et elle était très très attachée à lui, et elle a voulu donc vraiment rester à ses côtés, aux côtés de Marie-Antoinette, avec qui aussi elle avait une relation forte. Donc c'était une femme qui s'est donnée, qui s'est sacrifiée en fait pour le royaume de France, pour son frère. Oui, parce qu'elle aurait pu partir avec ses frères. Voilà, elle a eu l'occasion de le faire. Même son frère Louis XVI lui a enjoint de quitter Versailles un moment, et elle a refusé. Elle a dit non, je reste à vos côtés, aux côtés de la reine, et puis de Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI. Et du futur Louis XVII, l'enfant. Oui. Quoi. Voilà. Donc elle s'est occupée beaucoup des deux enfants de Marie-Antoinette, notamment lors du passage à la prison du Temple. Quoi. Alors c'est peut-être c'est vrai que Élisabeth de France a été orpheline très jeune. Elle était orpheline à l'âge de 3 ans. C'est ça, oui. Puisque son père, du coup, n'a pas régné. C'est la petite fille de Louis XV. Voilà, c'est ça. C'est le père d'Élisabeth, c'était donc le dauphin, donc le fils de Louis XV, qui est mort jeune, qui est mort à 36 ans, donc il n'a pas eu le temps de régner.
donc qui est mort de la tuberculose. Et la maman d'Élisabeth, donc la femme du dauphin, l'a suivie dans la tombe très peu de temps après, elle aussi touchée par la tuberculose. Donc elle était, Élisabeth, très attachée. Après, elle a grandi auprès donc, de Louis XV. Et pareil, avec Louis XV, il y avait une forte relation. Elle a appris beaucoup de choses à ses côtés. Donc elle a été aussi marquée très jeune par les épreuves. Il y a eu donc la disparition de ses parents. Et après, il y a eu à l'âge de 10 ans la mort de Louis XV. Ça l'a beaucoup touchée. La séparation de sa sœur Clotilde, qui est partie épouser, je crois que c'était un roi en Italie, non, si c'est pas Sardaigne, je ne suis pas très sûr. Donc très touchée par les épreuves, mais aussi très soutenue par sa foi. Elle était très très pieuse, donc toute sa vie, ça l'a fortifiée, ça l'a aidée, elle a pu progresser comme ça. Et à la fois, elle n'est pas rentrée dans les ordres. Non. Son frère ne voulait pas, elle-même ne voulait pas, quoi. Donc, enfin, son frère, je parle de Louis XVI. Là. Donc, elle non plus ne voulait pas. Elle avait une tante qui était dans un Carmel qu'elle aimait beaucoup. La tante Louise. Qu'elle adorait, oui, effectivement. Qui, elle, était la fille de Louis XV. Oui, c'est ça. Mais elle n'a pas voulu entrer dans les ordres. Elle s'est beaucoup occupée de miséreux, de pauvres, de gens malades dans son domaine de Montreuil. Donc, elle a toujours été très dévouée. Elle ne s'est pas mariée, donc elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle n'est pas devenue cloîtrée ou religieuse. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée, elle le dit, si elle avait dû se marier, elle se serait mariée avec un fils de roi. Voilà. Ça l'aurait obligée à quitter la France, ce qu'elle ne voulait surtout pas. Quoi. Non, ça ne voulait pas. Elle voulait rester à Versailles, effectivement. Et alors, la bande dessinée, elle est morte très jeune, elle avait 30 ans. 30 ans, oui. Et la bande dessinée s'ouvre sur sa condamnation à mort. C'est ça. Et la bande dessinée est construite, c'est comme un testament en fait. C'est ça. Donc ça s'ouvre sur sa condamnation et elle raconte ensuite, c'est le prétexte aussi pour elle de faire comme un testament et elle écrit à son amie d'enfance. Voilà, c'est ça, c'est Angélique de Bombelle, c'était sa dame de compagnie préférée, donc qui elle avait réussi à quitter la France et... c'est ça, en fait, toute la bande dessinée est construite comme ça. Il y a le procès, et puis après, il y a cet échange épistolaire qu'elle avait avec Angélique de Bombelle. Donc, on suit comme ça toute l'histoire d'Élisabeth à travers cette correspondance. Elle était effectivement très, très amie avec cette dame de compagnie. Et elle aussi, quand les troubles sont apparus, elle lui a dit, Angélique, qu'il fallait qu'elle parte, qu'elle quitte Versailles, sinon elle ne s'en sortirait pas. Donc, elle a réussi à fuir aussi, elle. Et elle a continué à lui écrire. Et voilà, c'est sous une forme de testament, effectivement, qu'on suit un peu cette histoire et l'évolution, le parcours d'Élisabeth. Alors, tout au long de la bande dessinée, elle est appelée Babette. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un fait historique, ça ? Oui, certainement. Oui. La scénariste, Corinne Dupuis, est très attachée à ce personnage-là. Hein, et donc, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup consulté des personnalités, elle a beaucoup lu sur Élisabeth. Et on peut lui faire confiance. Si ce terme est employé, c'est bon. Oui, tout au long de la bande dessinée, c'est très documenté. Elle est appelée Babette. Oui, c'est vrai. Et ça m'a interpellée au départ. Et après... Et alors... Alors là, je parle à l'illustrateur. Oui. Toute la période de l'enfance, j'ai trouvé que les couleurs étaient très acidulées. D'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être dû au fait à cette période d'âge, je ne sais pas. Oui, et en plus, vous avez raison, c'est-à-dire que la bande dessinée s'ouvre sur une planche, donc effectivement c'est le procès. Donc, d'ailleurs, c'était une planche qui m'a servi de test avec l'éditeur, parce que l'éditeur, on ne l'a pas cité, c'est Artege, et ne me connaissait pas, m'avait donc demandé, c'est un travail de commande, hein, moi je suis arrivé donc après le scénario, et m'a demandé donc une page test, un essai, et c'était sur cette première planche où on voit donc le procès d'Élisabeth. Donc,
une ambiance quand même assez particulière. Assez sombre. Assez sombre, assez tragique. Voilà. Et les couleurs sont assez sombres voilà, aussi. C'est ça, on est dans des ocres marrons, voilà, il y a du gris, du noir. Les personnages ne sont pas très souriants, il n'y avait pas de quoi. Et donc après, tout de suite après cette page, on a un flashback. Voilà. On repart dans l'enfance d'Élisabeth, dans un parc, et puis à Versailles. Et donc quand vous allez à Versailles, j'y suis allé très récemment d'ailleurs, effectivement, bon, c'est très coloré, il y a beaucoup de... Surtout notamment quand on voit la chambre de la reine, le lit de la reine, c'est des couleurs acidulées, c'est très frais. Donc moi je retranscris fidèlement cette ambiance et... effectivement, c'est très contrasté par rapport à la planche du procès, quoi. Et donc, plus on va avancer dans la bande dessinée, effectivement, les couleurs changent. Le ciel va se couvrir au-dessus de Versailles, si je puis dire. Et les couleurs changent. Après, ils vont aller aux Tuileries, après au Temple. Et la prison du Temple, effectivement, aussi. On est beaucoup moins dans des couleurs acidulées. La tragédie approche. Donc l'enfance, le côté acidulé de l'enfance est finalement très calculé. Voilà, puis c'était un personnage, Élisabeth était donc une petite fille de caractère, mais qui était très curieuse de tout, qui aimait s'amuser. Voilà, donc on pouvait aussi essayer de retranscrire un peu cette atmosphère-là à travers les couleurs. Et c'était une femme, pour son temps, je veux dire, qui s'intéressait aux sciences, aux plantes. Oui, là, il y a une scène, effectivement, où elle parcourt donc le jardin des plantes à Versailles. Alors, c'est un bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui. Mais donc, elle aimait beaucoup s'y rendre avec son amie Angélique. Donc, elle s'intéressait beaucoup aux plantes, à la science. Elle était très moderne. Et en fait, ils avaient à la cour quand même une éducation très, je dirais, évoluée, c'est pas le mot, mais en fait très poussée quand même dans tous les domaines. Et elle aimait beaucoup, donc effectivement, tout ce qui était scientifique, mais aussi philosophique. Après, on est au 18e, c'est vrai que le siècle des Lumières est passé par là. Elle était en avance, elle sentait les choses, elle n'était pas, je ne sais pas comment on pourrait exprimer ça, mais enfin bon, elle était très ouverte en fait d'esprit. Et donc, très curieuse. Très curieuse. Elle avait aussi une relation particulière avec le docteur Lemonnier, le médecin de la cour, là, qu'elle voit de nombreuses reprises et qui lui enseigne beaucoup de choses, notamment sur les plantes, qui l'aide aussi à Montreuil pour soigner les malades. Donc tout ça l'a forgé, quoi, l'a formé son esprit, son éducation. Et donc Madame Élisabeth de France, vous disiez, c'est une commande au départ ? C'est une commande, oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est pas forcément, comme on disait, c'est pas forcément un personnage très connu de l'histoire. Non, moi personnellement, je ne connaissais pas. Donc, moi non plus. Donc qui avait intérêt à la sortir de l'ombre ? Je crois que déjà l'auteur... c'était son projet initial, voulait travailler autour d'Élisabeth. Je pense que l'auteur connaît bien cette Madame Élisabeth et est très attaché à elle. Donc c'était effectivement une femme très pieuse. Et d'ailleurs, il y a... Alors, c'est pas un procès en béatification, mais le terme exact, je l'ai noté en ce moment. La cause de béatification est introduite par les évêques de France auprès du Vatican depuis quelque temps, quoi. Donc, parce qu'il y aurait eu des miracles, on n'est pas sûr. Donc voilà, D'ailleurs, c'est évoqué un petit peu. C'est évoqué, voilà. Je pense que l'auteur aussi est très attaché à tout cet aspect-là. Les éditions Artege est un éditeur qui publie beaucoup de choses autour des saints, des personnages catholiques et puis aussi de personnages historiques. Donc c'est un personnage qui avait, cette BD en tout cas, avait sa place chez cet éditeur dans cette collection. Je crois que la scénariste Colline Dupuis, Semsure, avait déjà travaillé avec eux. Donc elle leur a proposé ce personnage. Donc ça touche aussi un public, effectivement. Ça, c'est vrai. Moi, j'étais sur des salons du livre. Ce sont des gens qui sont souvent croyants, catholiques, qui connaissent Élisabeth, qui sont attachés à ce personnage-là, qui ont envie de le faire découvrir à leurs enfants. Donc voilà, ça intéresse beaucoup de gens, finalement. En fait, c'est vrai que sa personnalité est je dirais, très intellectuelle à l'époque, et avec un destin tragique, parce qu'elle est morte à 30 ans. On peut imaginer que si elle n'était pas décédée à 30 ans, c'est une femme qui aurait
pu être dans les salons littéraires qu'ont suivi la Révolution, enfin les salons de Juliette Récamier et autres. Oui, elle lisait Rousseau. C'était quand même une fine lettrée, quoi. Oui, tout à fait, une intellectuelle, et elle avait un regard très particulier sur son époque, je vous le disais, plutôt avancé. Elle voyait les choses sans doute plus clairement que son frère Louis XVI, donc qui a plus subi les choses, qui a réagi trop tardivement, alors qu'elle enjoignait à prendre des décisions. Donc voilà, plus donc tout son aspect, son côté spirituel, la foi qu'elle avait. Donc elle arrivait à marier les deux, quoi. Elle avait à la fois donc une soif de connaître des choses nouvelles, modernes, des pensées modernes aussi. Et puis en même temps, elle est attachée à cette foi-là, et aussi, à travers sa maison de Montreuil, aller vers les plus nécessiteux, les pauvres qu'elle accueillait dans cette maison, qu'elle soignait. Donc effectivement, c'était une sainte entre guillemets, quoi. Oui. Mais une future bienheureuse. Voilà, une future bienheureuse, une forte personnalité, et qu'effectivement, si elle n'avait pas été décapitée à 30 ans, guillotinée, elle avait sans doute un destin devant elle très intéressant, sans doute. Oui, et peut-être que là, on en aurait encore plus entendu parler. Sûrement. Finalement. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que jusqu'au bout, elle est restée digne, que sur l'échafaud, en fait. Complètement. Elle était... Bon, ça a été remarqué. C'est-à-dire que quand, le 10 mai 1794, donc elle a été amenée dans les fameuses charrettes sur la place de la Concorde, enfin qui n'était pas, c'était la place de la Révolution, mais à la place de la Concorde avec d'autres condamnés, c'est elle qui est passée la dernière sur l'échafaud. On a loué son courage, elle priait, et puis elle aidait aussi dans l'épreuve ses co-condamnés. Donc elle est passée la dernière, et apparemment, enfin, ce qui est dit, c'est-à-dire que la foule, au début très vindicative, forcément quand les gens arrivaient comme ça là, dans la charrette, il y a eu un silence, il y a eu quelque chose qui s'est passé au moment de son exécution. Voilà. Comme un esprit peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle était quand même... Elle était très digne. Elle était très digne et proche comme vous disiez, des pauvres, du peuple en fait, quoi. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, le roi Louis XVI lui avait offert, parce qu'on va parler un tout petit peu du domaine de Montreuil. Alors c'est pas, donc c'est une vaste demeure avec un parc qui existe encore aujourd'hui, enfin qui a été tellement transformé qu'il n'a plus rien à voir avec la maison de l'époque, mais qui n'est pas à Montreuil en fait. C'est la maison de Montreuil, mais c'est pas à Montreuil, c'est à Versailles. C'est à côté du château. C'est son petit Trianon. Voilà, c'est ça, c'est son petit Trianon. Et donc c'est Louis XVI qui lui a offert cette maison, qui a eu beaucoup d'importance pour elle, parce que cette maison, il appartenait à une famille qui a été désargentée, il y a eu un problème, qui a été ruiné, donc les Guémenais, et donc Louis XVI a racheté cette maison. Et on a fait cadeau à sa sœur. Donc, un jour, Marie-Antoinette se promenait avec Élisabeth dans le parc de cette maison, puis lui a fait la surprise et lui a offert ce cadeau. Moi, c'est des cadeaux à la hauteur d'une cour. Et elle était ravie, sauf qu'elle ne pouvait pas y dormir. Je ne sais pas si on lit dans la BD, mais je crois. Avant 25 ans. Avant 25 ans, parce que sinon, la majorité pour les femmes à l'époque, c'était 25 ans. Donc elle ne pouvait pas y dormir. Elle venait le matin, puis elle repartait le soir. Mais elle y faisait effectivement beaucoup de choses. Et puis, elle a destiné cette maison, effectivement, à un dispensaire, quoi. Elle a accueilli beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui étaient malades, dans le besoin. Et la dot qu'elle avait, l'argent que lui donnait la cour, parce que ils avaient comme un salaire qui n'était pas négligeable. Donc, elle destinait effectivement au fonctionnement de cette maison, et puis pour aider les pauvres. Voilà. Donc, même enfant, au début de la bande dessinée, on voit même enfant sur une des premières planches. Elle n'hésite pas à embrasser une petite fille malade, qui n'est pas très loin de la maison de sa gouvernante et qui n'est pas en train de mourir. Elle l'embrasse alors que je ne sais pas si elle est tuberculeuse ou la maladie, je ne me souviens plus très bien. En tout cas, elle prend un risque et l'enfant guérit. Donc, voilà. Un miracle, on ne sait pas.
Donc l'Église en décidera. Voilà, on aura peut-être des nouvelles. Donc, si vous ne connaissez pas Madame Élisabeth de France, eh bien, maintenant vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez la retrouver en bande dessinée chez Artege, donc en collaboration avec Colline Dupuis. Ouais, c'est ça. Bon, eh bien, voilà pour la première bande dessinée. On se retrouve demain parce que il y en a encore d'autres. Voilà. Et en attendant, on laisse place à un petit peu de lecture et je vous dis à demain. À demain. Emmanuel Cerisier et Colline Dupuis, Madame Élisabeth de France. Le chemin que la Providence me traçait se concrétisa au cours du printemps 1783. Comment se porte votre amie Angélique ? Fort bien. Son beau Binet est charmant et elle mettra au monde son second enfant à l'automne. Êtes-vous bien certaine, quant à vous, de ne plus vouloir vous marier ? Certaine. Je ne puis épouser que le fils d'un roi. Et le fils d'un roi doit régner dans les états de son père. Je regrette que mon frère l'empereur n'ait pas voulu vous épouser. Ne regrettez rien. Je ne serai plus française et ne veux pas cesser de l'être. Et qu'en est-il de votre attirance pour le cloître ? Le roi ne demande pas mieux que j'aille voir tante Louise, à condition que je ne l'imite pas. Il a besoin de moi. Mieux vaut que je reste ici, au pied du trône de mon frère. Je ne le contredirai pas. Si vous voulez, Élisabeth, arrêtons-nous un moment à cette maison de Montreuil où vous alliez quand vous étiez enfant. Cela me fera grand plaisir, car j'y ai passé des heures très agréables. Ma sœur, vous êtes ici chez vous. Ce sera votre petit Trianon. Comment cela ? Le roi se fait un plaisir de vous l'offrir et me laisse la joie de vous l'annoncer. Madame de Guémené étant ruinée, elle a dû abandonner ce domaine. Pauvre Madame de Guémené, je comprends mieux vos questions. Vous vouliez être sûre que j'accepterais ce cadeau. Oui, ma chère Élisabeth, voici votre royaume. Vous pourrez y dormir lorsque vous aurez 25 ans. Je suis comblée. Montreuil ne devait pas devenir un bien égoïste. Je voulus en faire un refuge et une infirmerie pour les pauvres au retour du froid. Vous êtes bien bon, docteur, d'avoir accepté de vous occuper de mes malades. Vous méritiez du repos à côté de votre charge de médecin du roi. Détrompez-vous, madame, c'est un grand honneur. Je suis ravie de pouvoir continuer à vous enseigner les vertus des plantes. Vous souvenez-vous d'un hiver plus rigoureux que celui-ci ? Pas sous le règne de votre frère. On m'a proposé de belles fourrures, mais avoir chaud, moi, toute seule pour cette somme, tandis que tant d'autres grelottent, j'en aurais honte. Je reconnais votre bon cœur, princesse. Tenez, madame, votre livre de contes. Merci, Louison. Qu'allons-nous pouvoir ajouter pour la paroisse ? Le curé de Saint-Symphorien est surchargé de demandes. Je prendrai encore sur mes effets personnels du mois prochain. Madame, il y a déjà du monde dans l'entrée. Fais distribuer le lait chaud aux enfants et, s'il reste des œufs, qu'on les donne à leur mère. Bien, madame. Toi, tu connais le prix de la misère. Je suis bien contente de t'avoir aujourd'hui pour femme de chambre. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.